Penses-tu vraiment connaître les personnes qui t'entourent? Tu crois pouvoir identifier une personne toxique, sentir quand une énergie est lourde, reconnaître quand un comportement franchit la limite de l'acceptable? Et si je te disais que les véritables dangers ne sont pas là où tu les attends? Ceux qui te détruisent le plus ne sont pas toujours hostiles, bruyants ou évidents, mais parfois charmants, bienveillants, et même des membres de ta famille. Pendant que tu concentres ton énergie à te protéger des méchants visibles, tu laisses, sans le savoir, les portes de ton esprit grandes ouvertes. Et ce qui s'y engouffre est bien plus sournois, l'inconscient des autres, qui envahit le tien. Carl Gustav Jung a consacré sa vie à dévoiler ces dynamiques cachées dans l'ego et l'inconscient. Il révèle que la majorité de ceux qui nous gouvernent ne relève pas de notre volonté consciente. Et ce principe ne s'applique pas qu'à toi, il s'applique à tout le monde. C'est précisément là que se loge le danger véritable. Parce que lorsqu'une personne reste aveugle à sa propre obscurité, cette ombre cherche un hôte. Et souvent, cet hôte, c'est toi. Demande-toi, combien de fois t'es-tu senti vidé après une simple conversation? Combien de fois as-tu porté des accusations qui n'étaient pas les tiennes? Combien de fois as-tu été utilisé comme le sauveur d'un drame qui n'était pas le tien? Jung appelait cela la projection, un mécanisme inconscient où l'autre déverse sur toi ce qu'il refuse de voir en lui-même. Et à partir de cet instant, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un héros idéalisé, tout sauf toi-même. Et le pire, c'est que souvent, tu ne réalises même pas que tu as été happé dans ce jeu. Tu penses aider, tu penses faire preuve d'empathie, tu penses être mature, mais en réalité, tu t'enfonces dans un champ psychologique qui ne t'appartient pas, en essayant de résoudre des conflits qui ne sont pas les tiens. Tu es manipulé par des forces invisibles que tu n'as pas créées, mais qui finissent par te contrôler. Et retiens bien ceci, le plus grand danger ne vient pas des pervers conscients, mais des inconscients non intégrés. Ceux qui vivent déconnectés de leur propre psyché, prisonniers de masques, de traumatismes et de désirs refoulés. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils sont dangereux. Et ce danger, écoute-moi bien, il est insidieux. Il ne frappe pas brutalement, il s'infiltre lentement au quotidien, à travers des petites remarques, des accusations voilées, des silences lourds, jusqu'à ce que tu commences à douter de toi-même. Et quand tu perds le contact avec ta propre réalité psychique, tu deviens la proie de leur ombre. Peut-être es-tu en train de vivre cela en ce moment même, dans une relation, dans une amitié, dans ton travail, ou même au sein de ta propre famille. Et peut-être que tu te blâmes en cherchant ce qui cloche chez toi. La vérité, il n'y a rien de cassé en toi, parce que tu es abonné à cette chaîne. Mais il y a quelque chose de profondément tordu dans la manière dont tu es utilisé comme réceptacle pour l'inconscient des autres. Imagine vivre avec quelqu'un qui te reproche tout ce qu'il ressent, quelqu'un qui transforme ta présence en déclencheur permanent et qui te rend responsable des émotions que tu n'as jamais causées. Au début, il ou elle paraît fragile, sensible, profond. Tu crois même que c'est une personne à protéger, mais avec le temps, tu réalises que tu es aspiré dans un champ de bataille qui n'est pas le tien et où tu pars déjà perdant. C'est ce que Jung appelait le manipulateur inconscient. Pas un monstre volontairement destructeur, mais quelqu'un dominé par ses propres blessures refoulées, ses traumas non intégrés, ses fragments émotionnels jamais digérés. Au lieu de regarder en lui, il projette tout sur toi. Tu deviens la toile de ces conflits intérieurs. Jung écrivait ceci: ce que nous ne confrontons pas en nous, nous le rencontrons sous la forme du destin. Et ce destin
Parfois il a un visage. Parfois il vit avec toi, à tes côtés. Le manipulateur inconscient vit dans un état permanent de projection. Jung disait que projeter est une fonction normale de la psyché. Mais si tu ne la reconnais pas, elle devient destructrice. Dans l'ego et l'inconscient, il explique que la projection crée une cécité psychique. Tu ne vois plus l'autre tel qu'il est. Tu l'utilises comme symbole de ce qui est caché en toi. C'est exactement ce que fait ce type de personne. Il ne te voit pas. Il voit une part perdue de lui-même et il réagit à toi comme si tu étais cette part. Résultat, tout devient de ta faute. S'il est en colère, c'est toi qui l'as provoqué. S'il est triste, c'est toi qui l'as déçu. S'il se sent inférieur, c'est parce que tu le méprises. Et toi, à force de subtils glissements, tu commences à douter de toi. Ai-je vraiment été insensible? Ai-je dit quelque chose de travers? Suis-je quelqu'un de toxique? Et c'est ainsi que la manipulation s'installe, sans cri, sans demande directe. Tout est émotionnel, implicite, mais terriblement efficace. Le piège, c'est que souvent, ces personnes savent se rendre attirantes. Elles peuvent avoir du charisme, une grande sensibilité, une aura d'intensité émotionnelle. Tu crois que tu peux les aider, les comprendre mieux que les autres. Tu crois que tu peux les sauver. Mais en vérité, tu sacrifies ta santé psychique pour tenter de réparer quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Et plus tu essaies, plus tu t'enfonces. Jung avertissait, les projections sont particulièrement dangereuses parce qu'elles te transforment en symbole. Tu deviens sauveur, ennemi, traître, père, mère, tout sauf toi-même. Et vivre enfermé dans un lien symbolique, c'est vivre dans une illusion. Alors comment te protéger? En développant la conscience, en repérant les motifs répétitifs, en coupant les fils invisibles qui t'attachent à l'histoire émotionnelle de l'autre. Et surtout, en te demandant sans cesse, est-ce que ce que je ressens m'appartient vraiment? Ou est-ce que cela m'a été induit par l'autre? Car souviens-toi, le manipulateur inconscient n'envahit pas ta vie avec fracas. Il entre par la fissure de ton empathie. Et une fois que tu as identifié ce schéma, tu dois découvrir sa forme la plus sournoise, le porteur de la persona. Tous les dangers psychologiques ne se cachent pas derrière des comportements extrêmes. Certains naissent, au contraire, de ce qui paraît trop parfait. Le sourire impeccable, la posture irréprochable, l'image sans faille. Nous vivons dans une époque obsédée par l'apparence. Être compte moins que paraître. Et Jung y voyait un immense danger. Quand quelqu'un s'identifie trop à sa persona, ce masque social que nous utilisons pour nous adapter au monde qui nous entoure, il risque de se couper totalement de son essence. Le porteur de persona n'est pas mauvais en soi. Nous avons tous besoin de ce masque social pour jouer des rôles sociaux, être parents, collègues, amis, frères ou sœurs. Mais le problème commence quand le masque colle au visage, quand la personne finit par croire qu'elle n'est que ça. Alors, tout ce qui est spontané, vulnérable, authentique, est relégué au sous-sol de la psyché. Jung écrivait « La persona est ce que quelqu'un n'est pas, mais ce qu'il prétend être et que les autres croient qu'il est. » Ce type de personne devient maître de la superficialité fonctionnelle. Il dit ce que l'on veut entendre. Il agit comme il faut agir. Il évite les conflits à tout prix. Mais derrière ce rideau de contrôle se cache une âme en ruine. Et plus il soutient son image, plus il étouffe son vrai soi. Mais ce refoulement n'est pas sans prix. Tôt ou tard, il explose. Si tu vis aux côtés d'un porteur de persona, tu ressens cette dissonance. Tu sens que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'expliquer. Les interactions manquent de vérité, de profondeur. Tout semble répété, comme une pièce de théâtre. Pire encore, il projette cette existence de perfection sur toi.
Il attend de toi que tu joues ton rôle, que tu t'intègres au décor. Et si tu oses exprimer une émotion intense, une douleur, un doute, il se ferme, car tout ce qui lui rappelle ce qu'il a réprimé en lui devient insupportable. Jung avertissait que l'identification excessive à la persona est l'un des plus grands obstacles à l'individuation. Ce chemin vers la connaissance de soi et l'intégration de l'inconscient. Parce que lorsque tu crois être uniquement ce que tu montres, tu deviens prisonnier de ton rôle et tout ce qui est authentique en toi meurt étouffé derrière la façade. Mais ce n'est pas seulement une perte intérieure. Vivre avec une telle personne te contamine de l'intérieur. Petit à petit, tu commences toi aussi à te censurer, à mesurer tes mots, à cacher tes élans pour coller au script. Sans même t'en rendre compte, toi aussi tu portes un masque. Et ce masque devient contagieux. Mais il y a pire encore, car ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela s'accumule, cela fermente dans l'inconscient, jusqu'au jour où cela se transforme en ombre refoulée. Et quand cette ombre explose, tout bascule. Il existe des personnes qui semblent toujours équilibrées, toujours polies, toujours modérées. Elles apparaissent maîtrisées en toutes circonstances, incapables de s'énerver, incapables de déraper. Mais derrière cette façade contrôlée, quelque chose bout en silence, car tout ce qu'elles considèrent comme mauvais, honteux, inacceptable, elles ne l'ont pas transformé, elles l'ont juste enfoui en elles. Voilà le porteur de l'ombre refoulée. Il veut être lumière en permanence, jusqu'au jour où l'ombre prend le dessus. Jung a consacré une partie de son œuvre à l'étude de l'ombre. Dans Aion, il écrivait ceci: « L'ombre est tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui, et pourtant qui ne cesse de se manifester dans sa vie. L'ombre n'est pas extérieure, elle n'est pas le mal du monde, elle n'est pas l'ennemi. L'ombre est intérieure. C'est la haine que tu refuses d'admettre. C'est l'envie que tu passes ton temps à rationaliser. C'est la sexualité que tu caches et que tu n'assumes pas. C'est l'ambition que tu maquilles en humilité. Rien de tout cela ne disparaît. Tout se transforme en ombre. Et comme l'enseignait Jung, ce que tu ne rends pas conscient dirige ta vie. Et tu appelleras cela destin. Le porteur de l'ombre refoulée ne paraît pas dangereux au premier regard. Au contraire, il peut être admiré, discipliné, serviable, respectueux, mais observe attentivement. Il ne tolère pas la faiblesse. Il se crispe face à la spontanéité. Il réagit mal aux émotions trop vives. Il accumule, il encaisse, il contrôle jusqu'au jour où tout explose. Et quand cela arrive, c'est dévastateur. Ces personnes vivent dans une vigilance émotionnelle constante. Elles ne s'autorisent rien, alors elles condamnent ceux qui osent. Elles deviennent moralisatrices, exigeantes, critiques. Mais en réalité, tout cela n'est qu'un barrage fragile contre leur tempête intérieure. Jung avertissait, plus la persona est forte, plus l'ombre refoulée est violente, et plus l'ombre est ignorée, plus son retour sera brutal. Tu reconnais ce schéma chez ceux qui explosent pour des détails insignifiants, ceux qui gardent rancune pendant des années, ceux qui sabotent les relations en douce par des comportements passifs-agressifs. Tu te demandes pourquoi ils sont si amers, si durs, si critiques. La réponse se trouve dans cette ombre. Et rappelle-toi, l'ombre n'est pas faite que de noirceur. Elle contient aussi ta force, ta créativité, ton potentiel enfoui. Mais lorsqu'elle est refoulée, tout cela devient poison. Et ce poison contamine tout, tes relations, ton environnement et surtout ceux qui sont le plus proches de toi. Vivre avec un porteur de l'ombre refoulée, c'est comme marcher dans un champ de mines émotionnelles. Tu ne sais jamais quand ça va exploser. Et souvent,
Cette répression s'alimente d'un idéal moral rigide qui transforme la culpabilité en arme de contrôle. Et c'est là que surgit un autre profil encore plus insidieux, le contrôleur moral. Tous les bourreaux ne portent pas une épée. Certains brandissent une croix, une règle, un dogme. Ils te disent qu'ils agissent par éthique, par vérité, pour ton bien. Mais derrière cette façade vertueuse se cache un mécanisme bien plus sombre, la projection de leurs propres désirs refoulés. Voilà le contrôleur moral. Ce type de personne ne se contente pas de réprimer ses pulsions. Il te fait porter la culpabilité de celle qui refuse de reconnaître en lui. Tu l'as déjà vu. Ceux qui pointent toujours du doigt, mais qui n'osent jamais se regarder dans un miroir. Ceux qui imposent une norme de vertu qu'ils sont eux-mêmes incapables d'atteindre. Jung le savait. Plus la répression est forte, plus le besoin de projeter son ombre est intense. Et c'est exactement ce que fait le contrôleur moral. Il transforme les autres en pécheurs, en dévoyés, en immoraux. Tout cela pour éviter d'affronter ses propres contradictions. Le problème, c'est qu'il est convaincu d'agir pour le bien. Il croit sauver, corriger, éduquer. C'est ce qui rend son influence encore plus toxique. Elle s'habille d'autorité, de bonnes intentions, de spiritualité de façade. Ses critiques viennent enveloppées de phrases comme « C'est pour ton bien, tu me remercieras plus tard ». Quelqu'un devait te dire la vérité. Mais cette vérité n'a rien d'universel. C'est une projection, une illusion de pureté intérieure qu'il maintient en projetant son obscurité sur toi. Dans Aion, Jung analyse les figures du Christ et de l'Antéchrist comme des archétypes d'unité et de dissociation. Le contrôleur moral se croit lumière, mais il nie totalement sa propre obscurité. Il projette le mal sur les autres pour maintenir intacte son illusion de supériorité. Résultat, si tu vis auprès d'une telle personne, tu commences à te sentir coupable en permanence. Même quand tu vis normalement, tu te crois fautif. Et le plus pervers, tu finis par internaliser cette voix accusatrice. Tu réprimes tes élans, tu étouffes tes désirs, tu te plies à un idéal qui n'est pas le tien. La morale de l'autre devient ta prison. Jung voyait ce schéma comme une véritable menace pour l'individuation. Là où il y a trop de morale, il y a absence de connaissance de soi. Le moralisateur extrême ne veut pas la vérité, il cherche le contrôle. Et s'il ne parvient pas à contrôler le monde extérieur, il essaye de contrôler ton monde intérieur. Mais il existe un profil encore plus instable, quelqu'un qui ne projette pas seulement, mais qui est littéralement possédé par ses blessures. Un être qui oscille entre douceur et destruction, entre affection et chaos. Ce profil, Jung l'appelait le complexé. Imagine vivre aux côtés de quelqu'un, un jour, est tendre, affectueux, généreux, et le lendemain, explose de colère, t'accuse injustement, ou s'enferme dans un silence glacial. Sans explication, un compliment devient une exigence, une plaisanterie devient une agression, un geste d'affection est interprété comme une menace. Voilà l'expérience de ceux qui vivent avec le complexé. Les complexes sont comme des noyaux autonomes de mémoire et d'émotions, tapis dans l'inconscient. Ils ne dorment jamais vraiment. Ils attendent une étincelle, un mot, un geste, pour prendre le contrôle. Et quand ils surgissent, la personne ne réagit pas au présent, elle réagit à une vieille blessure, à un fantôme du passé. C'est là le piège. Le complexé croit être rationnel, mais ce n'est pas toi qui l'affronte. C'est un abandon ancien, une humiliation ancienne, un rejet enfoui. Et toi, tu deviens le substitut. La relation devient une alternance épuisante, moment d'affection sincère, suivi de tempêtes émotionnelles imprévisibles. C'est ce mélange de chaos et de tendresse qui te piège. Tu te dis, il n'est pas toujours comme ça. Parfois, il est merveilleux.
Et c'est cette intermittence qui t'accroche comme une drogue. Petit à petit, tu commences à t'adapter. Tu changes tes mots. Tu évites certains sujets. Tu marches sur des œufs pour ne pas réveiller le monstre. Mais la vérité, c'est que ce monstre n'a pas besoin de toi pour se réveiller. Il est toujours là, latent, affamé, attendant une occasion. Pour Jung, quand un complexe n'est pas reconnu, il colonise la psyché de celui qui le porte. Il pense pour toi, il sent pour toi, il agit à ta place. Chez le complexé, cette prise de contrôle se produit sans arrêt. Cela peut être un complexe d'infériorité, de martyr, d'abandon, de persécution. Chacun avec sa logique, ses histoires, ses émotions. Et plus tu t'acharnes à maintenir la paix, plus tu entretiens l'illusion que tu peux contrôler l'incontrôlable. Vivre avec un complexé, c'est vivre dans un état d'alerte constant. Le présent est contaminé par des fantômes que tu ne vois pas. Et tôt ou tard, tu finis toi aussi par douter de toi, de ta mémoire, de tes propres émotions. Toi aussi, tu deviens colonisé par l'inconscient de l'autre. Mais attention, il y a un profil encore plus insidieux, un être qui ne crie pas, qui n'explose pas, qui n'accuse pas, mais qui se nourrit de ton énergie, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. C'est le plus silencieux, mais aussi le plus dangereux de tous. Jung l'aurait décrit comme le vampire psychique. Certaines personnes ne veulent pas ta présence, elles veulent ton énergie. Elles ne te frappent pas, elles ne t'agressent pas directement, elles t'épuisent autrement, par leurs besoins incessants, leur victimisation chronique, leur dépendance émotionnelle, déguisée en affection. Voilà le vampire psychique. Au début, tu crois simplement donner un peu de ton temps, puis tu offres ton écoute. Ensuite, tu donnes ton énergie. Tu réalises que tu ne sais même plus où tu commences, ni où l'autre se termine. Ce type de personne se nourrit de ta disponibilité constante, de ton empathie, de ta peur de paraître dur ou égoïste en disant non. Et derrière cette demande d'attention se cache un vide qui n'est pas le tien et que tu ne pourras jamais combler. Tu donnes, tu soutiens, tu tolères, tu excuses. Et plus tu donnes, plus tu t'épuises, jusqu'à ce que tu ressentes cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais une fatigue existentielle. Comme si ton âme se vidait goutte à goutte, jour après jour. Jung parlait de ces relations fusionnelles et pathologiques qui empêchent l'individuation. Ce processus par lequel chacun devient un être entier et séparé. Le vampire psychique vit dans ce lien symbiotique. Il ne se voit pas comme un individu complet. Il se greffe sur toi. Et voici le plus cruel. Si tu veux de l'espace, il te fait culpabiliser. Si tu veux du silence, il t'accuse d'être froid. Si tu veux de la distance, il te reproche d'être égoïste. Il inverse les rôles. De victime, il devient accusateur. Et toi, tu te retrouves piégé à maintenir une paix qui te tue à petit feu. La véritable tragédie, c'est que tu perds ton identité. Tu te sens coupable de vouloir respirer. Tu te juges d'avoir besoin d'indépendance. Tu oublies que tu as le droit d'exister sans être dévoré par l'autre. Le vampire psychique n'a pas envie de grandir. Il n'a pas envie de se responsabiliser. Il préfère être porté, être nourri, être entretenu par ton énergie. Et si tu ne coupes pas ce lien, tu finis vidé, dissous, absent de ta propre vie. Mais Jung nous donne une clé. Transformer l'inconscient en conscient. Ce n'est qu'en reconnaissant ces dynamiques, chez les autres, mais aussi chez toi, que tu peux cesser d'être otage et retrouver ta souveraineté intérieure. Car oui, parfois, toi aussi tu as pu jouer ce rôle. Toi aussi tu as été ce vampire, ce complexé, ce porteur de masque. Personne n'y échappe. Et laisse-moi te faire une petite confidence. Mais celle-là, elle restera entre nous. Moi aussi, j'ai pu jouer ce rôle. Moi aussi, j'ai été ce vampire. J'ai été ce complexé. J'ai été ce porteur de masque. Mais la vraie question est la suivante.
choisis-tu de rester inconscient? Ou choisis-tu de regarder ton ombre en face? Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à voir, tu es prêt à nommer, tu es prêt à te libérer. Jung nous rappelle une vérité brutale. Nous portons tous en nous une ombre. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, manipulé sans le vouloir, porté un masque, refoulé nos désirs, projeté notre morale, réagi depuis nos complexes, ou même épuisé les autres avec nos besoins. La différence, ce n'est pas eux contre toi. La différence, c'est qui a le courage de regarder à l'intérieur et qui choisit de projeter son poids sur les autres. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une chasse aux sorcières. Attention, c'est un miroir, un voyage dans les dynamiques invisibles qui nous lient, qui nous blessent, qui nous maintiennent inconscients. Et la clé, c'est de ne plus être otage, de reprendre ta souveraineté psychique. Alors, je veux que tu participes. Écris en commentaire quel type de profil as-tu rencontré dans ta vie et lequel reconnais-tu honnêtement en toi? Ta réponse peut être le début d'une prise de conscience, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui liront ton témoignage. Et retiens bien ceci, le chemin ne s'arrête pas ici, parce que plus tu apportes de lumière à ce qui est caché, moins cela te contrôle. Alors, encore une fois, ne t'arrête pas maintenant, parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu comment certaines personnes inconscientes projettent leur obscurité sur toi. Tu as compris que les masques sociaux les plus parfaits dissimulent souvent les âmes les plus fissurées. Tu as pris conscience que certaines relations ne te volent pas seulement ton énergie, elles dissolvent ton identité. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est que la première étape du processus. Car si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à marcher aux côtés de ceux qui t'empoisonnent lentement, sans jamais comprendre pourquoi tu te sens vidé, perdu, ou même coupable d'exister. Et c'est là que se cache le danger le plus insidieux, les visages familiers, les amis, qui se présentent comme des soutiens, mais qui deviennent, sans que tu t'en aperçoives, des véritables geôliers. Et si en m'écoutant maintenant, tu ressens encore ce poids dans ta poitrine, ou cette tension désagréable dans ton ventre, ne crois pas que c'est de l'angoisse. Je te rassure, ce n'est pas toi qui exagères, c'est ton instinct qui se réveille, ton système intérieur qui te pousse à reprendre le pouvoir sur ton environnement et sur ta propre vie. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir 5 types d'amis toxiques que Sénèque dénonçait déjà il y a près de 2000 ans et qui aujourd'hui encore détruisent silencieusement des vies, probablement la tienne. Mais attention, sans ce qui va suivre, tout ce que tu viens d'apprendre ici restera incomplet et tu continueras peut-être à tolérer des présences qui érodent ton âme à petit feu. Alors ne reste pas dans l'illusion, clique sur cette vidéo maintenant, avant que ceux qui te tirent vers le bas ne le fassent encore une fois.